ça va? Salut Owen, ça va, tu vas bien? Écoute, ça va super. Je te remercie d'être présent dans ce petit podcast. Voilà, c'est un podcast qu'on a créé il y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment l'objectif, c'est Comment vraiment. ça va? Attends, alors, excuse-moi. Voilà. Donc, je te disais, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'apporter du contenu aux personnes, donc de leur donner des clés pour se faire connaître ou pour comprendre un peu plus l'entrepreneuriat. Donc, on essaye vraiment d'inviter des gens qui sont inspirants et qui ont plus ou moins fait quelque chose dans leur carrière. Donc, voilà, je suis très content de t'avoir ici. Alors, Merci beaucoup pour cette invitation. ouais. Et moi aussi, je suis très content de partager de commencer cette matinée avec toi et de parler des choses qui sont proches de nous deux. Ouais, complètement. Déjà, je vais essayer de te présenter en quelques mots. Tu me coupes si c'est pas très précis. Donc toi, tu es consultant en entreprise depuis 2017, c'est ça? Et Exactement. donc tu as géré, ok. Donc tu as géré des petites entreprises, tu as géré des associations, si je me trompe pas. Et donc ton travail aujourd'hui, c'est de donner des cours et de faire des ateliers sur la croissance connectée. C'est ça? Exactement. Ok. Donc par rapport à ça, voilà, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu parles très souvent de la capacité à grandir personnellement, de faire grandir l'entreprise. Et on sait aujourd'hui plus que jamais que les deux sont extrêmement liés. Mais voilà, donc avant de grandir, je voulais savoir comment ça naît un business, par quoi on commence, c'est quoi les étapes en fait pour démarrer? Alors, très bonne question. Comme, et comme toutes les bonnes réponses, je vais séparer ma réponse en deux. Il y a bien entendu, il y a les aspects techniques de comment on commence un business. Ça, on y viendra peut-être après. Et il y a les aspects, je dirais un petit peu plus personnels peut-être, euh, l'état d'esprit à avoir, les choses auxquelles il faut faire peut-être un peu attention. Et, euh, et c'est sur ça que je vais essayer de mettre l'accent avec toi ce matin, sans trop délaisser bien entendu, comme on a dit, le côté technique. Alors, comment ça naît un business? Ben, à mon sens, un business il naît d'une volonté. De quelle volonté? C'est la volonté d'aider autour de soi. Quand une personne a envie de donner quelque chose qu'elle a et de la partager avec le monde qui est autour d'elle, c'est là qu'un business il peut commencer. À mon avis, c'est la source, c'est cette énergie, cette volonté vraiment de partager autour de soi. Et on n'est pas obligé d'avoir beaucoup à donner, mais on a tous quelque part quelque chose à partager avec l'autre. Si on arrive à le préciser, ouais. Est-ce que ça doit forcément être une passion ou pas forcément? Alors, vu le travail que ça demande pour faire de cette volonté un business, vaut mieux que ce soit une passion. Ok. Cela dit, c'est pas obligé. On peut avoir des hobbies et des passions pour lesquelles on va libérer du temps, mais desquelles on va pas faire forcément un business. Mais c'est vrai que ça donne énormément, ça apporte énormément quand on fait de notre passion une affaire et quand on essaye de monter une entreprise autour de quelque chose qu'on aime. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va nous permettre de libérer beaucoup de temps et de s'investir à fond justement parce qu'on aime cette chose. Quand on aime quelque chose à moitié, ben, on a du mal vraiment à s'investir jusqu'au bout. Donc, quand c'est quelque chose qu'on aime, on va avoir plus de facilité, pardon, à libérer du temps. Mais aussi parce que généralement, les choses qui nous passionnent, c'est des choses qu'on connaît bien. On les connaît dans le détail et on connaît les solutions ou les choses qu'il faut mettre en place autour de ces passions. Par exemple, si j'adore les puzzles, ben,
les grands buzz, etc. Je vais peut-être rencontrer, par exemple, le problème de comment je vais faire pour ranger ce buzz ou comment je vais faire pour ne pas mobiliser tout le salon pendant des semaines le temps que je fasse le buzz. Et donc là, je vais avoir l'idée de faire un tapis. C'est une idée qui existe déjà, hein, c'est commercialisé. Un tapis sur lequel je fais ce buzz et que je peux enrouler et je peux ranger le buzz. Ça, c'est juste une idée, juste un exemple comme ça pour montrer que quand je connais, quand je suis passionné d'une chose, je la connais mieux et donc je peux trouver des solutions plus intéressantes que si j'ai pas vraiment d'attrait avec le sujet. Ok. Et justement, voilà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment se faire une place dans le marché, se faire une place dans notre ville, dans notre pays, dans notre communauté parfois. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui nécessite l'aide des autres ou bien la place, c'est nous qui la faisons et on n'a pas forcément besoin des autres pour se faire une place? Donc, Alors, est-ce que ça dépend que de nous ou bien ça dépend aussi des autres? Est-ce qu'on doit attendre beaucoup des autres? Parce que parfois, on est aussi dans cette optique-là de se dire, ben, on attend, voilà, j'espère que les gens vont me soutenir, etc. ouais. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure, comment on commence une affaire, il y a la volonté, mais à mon avis, ce qui va avec la volonté, c'est la communauté. C'est-à-dire le fait de faire partie vraiment d'une communauté et d'avoir des gens qui nous entourent euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils vont pouvoir apprécier à sa juste valeur notre service ou notre produit et ils pourront nous dire sincèrement s'il est correct, s'il est intéressant et combien ils auraient combien ils seraient prêts par exemple à payer ce service ou ce produit. Et surtout, il y a une tendance aujourd'hui, comme de plus en plus de gens se tournent vers l'entrepreneuriat en pensant que l'entrepreneuriat c'est plus stable ou plus facile que le salariat. C'est vrai que le salariat il a pris un grand coup avec la corona, l'entrepreneuriat pas moins. Mais voilà, mais il y a des gens qui se tournent vers l'entrepreneuriat en pensant que c'est quelque chose qui va vite et qui est facile et qui suffit de l'intuition. L'intuition c'est bien, mais la chose à laquelle il faut faire le plus attention dans cette démarche, c'est Ouais. euh, de bien comprendre qu'on sera payé et qu'on va pouvoir se nourrir de ce travail que s'il est vraiment utile pour quelqu'un. Ok. Et ça, ça va être vraiment le point de rencontre entre mon idée et le marché. Je peux avoir une super idée, mais si elle est utile pour personne, ou si elle est utile pour peu de monde, ou si elle est moins utile que ce qu'elle coûte, eh ben, ça va être un crash. Et c'est pour ça que c'est important d'abord d'être entouré. Et moi, j'avais appris une phrase d'Avi Katz, qui était le patron de Kfar HaShaashouim et de Cofix. Et Wow. il disait, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est quelque chose que ta sœur, ton frère, ta tante auraient pu acheter? Est-ce qu'ils vont l'acheter ce truc? Si c'est vraiment utile, ils l'achèteront et à ce moment-là, tu sais qu'il faut le mettre en place et qu'il faut avancer avec. Mais si c'est quelque chose que des gens dans ton entourage proche, ils sont pas forcément intéressés par la solution que tu apportes, repense bien le concept. Ça, c'est une première chose. Et puis, de manière générale, l'entrepreneuriat, c'est un peu une traversée du désert. Pas dans le sens où tu es tout le temps tout seul, mais tu rencontres des gens super intéressants et excitants, euh, mais tu passes une bonne partie du temps relativement seul. C'est important d'avoir une communauté, ne serait-ce que pour sa stabilité personnelle. Il y a des études aujourd'hui sur le bonheur qui traitent du fait que la seule garantie qui est scientifiquement prouvée pour le bonheur, c'est justement d'avoir des relations sociales étendues et riches. Et c'est ça qui garantit que à la fin de nos jours, à 120 ans, on pourra dire qu'on a vécu une belle vie. Et donc, ne jamais, à mon avis, ne jamais mettre trop l'accent sur ce qu'on fait et délaisser les gens pour ça. Au contraire, intégrer le plus possible de gens autour de nous
et s'aider d'eux pour avancer. Ok, tu m'as fait penser à un super livre que je vous recommande à tous. C'est un livre de Tal Ben-Shahar sur le bonheur. C'est un Israélien qui est professeur justement des sciences de bonheur à Harvard. Et vraiment, c'est un livre que je vous conseille à tous de lire. Donc voilà, je me permets de... Ouais, ouais, extra. Tu connais Tal J'ai pas encore. À vrai dire, j'ai vu ce livre chez quelqu'un. J'ai feuilleté vraiment un tout petit peu et je me suis dit, ça, c'est un livre, c'est vraiment un des livres que je dois avoir dans ma bibliothèque et que je dois lire le plus vite possible. Et là, tu me donnes encore un coup de boost pour que j'aille voir. Ouais, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite, ça vaut le coup de regarder. Et du coup, est-ce qu'on peut parler concrètement voilà, demain, j'ai un projet, j'ai envie de me lancer. Par quoi je commence? Est-ce que je dois mettre un capital sur la table? Est-ce que je dois faire une demande de prêt? Comment ça se passe exactement? Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi à mettre en place si je veux démarrer demain une affaire, une entreprise? Alors, bien entendu, cette question, elle est un peu complexe parce qu'elle dépend énormément du contexte dans lequel l'entrepreneur il est quand il se pose cette question. Ok, est-ce qu'il a un salaire à côté? Est-ce qu'il met tous les œufs dans le même panier et à ce moment-là, il va devoir faire en sorte que cette affaire elle marche le plus vite possible? Euh, et à vrai dire, il y a plein d'autres paramètres aussi qui jouent. Mais de manière générale, d'abord, j'aurais dit de ne pas être pressé quand on ouvre une affaire, parce que ça prend Ok. énormément de temps d'apprendre et de faire ce qu'on appelle en anglais ce fine-tuning. Ok, c'est les petits réglages, les ajustements pour comprendre exactement ce que j'apporte et combien je peux attendre en retour. Et donc, pendant cette période, j'aurais dit de ne pas dépendre de l'entreprise que je suis en train de monter et toujours essayer de faire ça en parallèle de quelque chose. Selon ça, et dans cette optique, à mon sens, l'idée d'ouvrir une entreprise à partir d'un capital ou de prendre un prêt pour ouvrir, à mon avis, elle peut être presque des fois même nocive pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que tu injectes de l'argent. Pardon, désolé, c'est intercom. Euh, Tu injectes de l'argent, voilà, c'est bon. Et très souvent, cet argent, il peut être dilapidé très vite. Ok? Pourquoi? Parce que tu sais pas encore ce que tu dois faire avec, tu sais pas encore quels sont quel est le meilleur moyen de l'utiliser. Donc, tu vas l'investir dans quelque chose que tu penses être correct, que tu penses être utile, mais il peut très vite s'avérer comme être un mauvais investissement. De manière générale, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin dans lequel il faut se lancer avec beaucoup d'humilité. Donc, beaucoup de choses et de concepts qu'on pense vrais à la base, ils peuvent s'avérer complètement erronés et faux. Et pour éviter le regret ou alors les dettes à payer, moi j'aurais été plus de l'école un petit peu celle qui fait attention quoi et Ouais. prévoyante et essayer de pas mettre de pas injecter trop de sous à la base. Très Ok. souvent en plus voilà, il y a ça, après il faut bien faire quelque chose. Donc quand on commence malgré tout, si on n'a pas les moyens, C'est ça. il y a toujours en fait, il faut toujours trouver le moyen à travers lequel notre idée, notre concept, elle va voir le jour, mais ce qu'on appelle en anglais lean project, c'est-à-dire faire le projet le plus finement possible, le plus petit avec le moins de coûts. Par exemple, et c'est une expérience que j'ai eue, si tu veux monter une école de musique, ouais. Ouais. Alors, a priori, tu peux te dire, bon, bah, je vais monter une école de musique, il me faut un local, il me faut des profs, peut-être des instruments, et donc tu chiffres ça et tu arrives très vite à des dizaines, voire des centaines de milliers de shekels. Et je dis, C'est ok, ça. mais comment je commence avec tout ça? Mais en réalité, la bonne idée ou la bonne démarche, ce serait de commencer par un local, une salle, un studio, et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une école de musique. Et puis ensuite de monter une
ça aurait été de dire non, je commence d'abord à enseigner la musique moi-même à quelques élèves. J'en fais un groupe. Avec ce groupe, j'essaye d'avancer avec le peu de sous, entre guillemets, que je vais gagner de ces cours que je vais donner et qui, pour l'instant, ils sont loin d'être une école. Mais Ouais, je vais commencer quelque chose et puis je vais rencontrer le public. Surtout, c'est cette rencontre avec le public qui est le plus importante, qui est la plus importante et qu'il faut amorcer le plus vite. Voilà, je te fais des réponses un peu longues, mais et c'est important aussi de comprendre tous les aspects d'entrepreneuriat et surtout les possibilités qu'on a. C'est pas uniquement un chemin, ça peut être voilà, ça peut être vraiment assez large. Et justement, voilà, on s'est rencontrés il y a pas longtemps. Enfin, avec le confinement, tout ça, c'est peut-être il y a quelques mois, mais et donc je te disais, voilà, ce que j'aimais bien chez toi, c'est que tu cassais vraiment les codes et que tu avais cette chose-là de penser en dehors de la boîte. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et du coup, j'aurais voulu t'entendre parler de l'aventure entrepreneuriale. C'est quoi pour toi, voilà, c'est quoi pour toi en quelques mots l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est quoi? C'est un chemin? tu me touches beaucoup avec cette question parce que ça titille un peu, si tu veux, mon histoire personnelle de ces dernières années. Euh, et et c'est c'est vraiment, comme tu dis, c'est une aventure. Pour moi, l'entrepreneuriat, si tu veux, c'est la deuxième grande école que j'ai fait. J'ai fait des yeshivot, j'ai appris énormément sur la Torah, etc. Et, euh, et dans le chemin de l'entrepreneuriat, j'ai rencontré, si tu veux, presque ma personne. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu comment tout ce que j'ai appris dans la Torah, des fois chez Rabbi Nachman ou chez d'autres tzadikim, comment tout ça, maintenant, ça me rencontre et ça s'applique à moi. Où j'en suis réellement par rapport à tout ça. Et le constat, au début, je te le cache pas, il n'était pas très agréable parce que tu te rends compte que t'es des fois loin des objectifs ou en tout cas de ce que tu pensais être ou connaître sur toi-même ou vouloir sur toi-même. Mais d'un autre côté, tu comprends que tu es arrivé au bon endroit justement pour travailler ces traits de ton caractère, de ta personnalité. Et c'est un chemin dans lequel finalement, même s'il y a des moments compliqués, mais tu sors toujours gagnant parce que c'est ton entreprise qui gagne et c'est toi qui gagne personnellement en grandissant tout le temps. Euh, Vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà, je voulais encore te rajouter un petit truc, mais voilà, j'ai un petit trou de mémoire, mais en gros, Ok. c'est vraiment cette rencontre avec moi-même et comprendre où j'en suis. Ah oui, voilà, c'est une phrase d'Oussama Hamar que j'ai entendue il y a quelques mois Oh, là, tu me touches, là, hein. Tu me touches, et là, tu touches qui à. Ah, c'est bon, ça. Vas-y. il définit l'entrepreneuriat comme une méritocratie. Et il Oh. dit que euh, le, si le monde ou si un pays il était géré comme une méritocratie, ça aurait été très grave. Il donne Ouais. un exemple. Si on devait nourrir les gens qui sont beaux et les gens qui sont pas beaux ou pas intelligents, bah, ils méritent pas. C'est la catastrophe. Ok. Mais la seule méritocratie qui existe encore au monde, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu fais pas, si tu vaux pas vraiment, eh ben tu reçois pas en retour. Et il y a quelque chose de peut-être d'un peu dur dans cette idée, mais d'un autre côté, je pense que c'est tellement en cohésion avec un peu ce qu'on apprend et ce qu'on connaît de la Torah et la façon dont on voit les choses, à savoir que ben, Yagata ou Matsata Ta'amin. Si tu bosses et tu t'investis, eh ben, tu vas trouver. C'est pas forcément que tu mérites parce qu'on va t'aider aussi à trouver. C'est tu trouves, c'est pas tu reçois. Ok? Mais mais c'est comme ça que ça marche. Ça marche pas. Ça arrive, ça tombe pas du ciel comme la manne.
Et même la manne, il faut la mériter. Il faut mériter, même pour aller trouver sa manne, c'est ceux qui méritaient plus, alors c'était plus proche, et ceux qui méritaient moins, ben, ils devaient galérer pour y arriver. Mais encore une fois, on retrouve ce thème-là de devoir, du rapport à l'effort et en même temps garder en tête que l'effort, c'est pas le tout. Et il y a toujours après le petit plus que la vie elle nous envoie, qui est pas forcément lié à l'effort, mais sans effort, c'est sûr que ça marche pas. Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis. J'essaye de trouver, mais il y a une phrase que j'adore dire, c'est quoi? C'est par rapport à la chance, quoi. Ah oui, plus je travaille et plus j'ai de chance, tu vois. Ouais. Et en fait, j'adore cette phrase parce que c'est vraiment à l'image de l'entrepreneuriat, en fait. Ça veut dire, moi, je crois pas personnellement à la chance. Je pense au travail dur et acharné, mais c'est vrai qu'en général, plus tu travailles, plus tu t'entraînes sur un point, plus tu améliores ton produit et plus tu vois les résultats. Mais tu vois, Euh, c'est magnifique parce que c'est un peu comme ça qu'on se rencontre. Moi, si tu veux, à la base, euh, j'ai grandi dans une maison dans laquelle euh, on parlait beaucoup d'Akadash Baruch Hu et il y avait une émouna vraiment énorme. Mon père, Zichrono Livracha, il a appris à lire sur une bouteille de limonade, ok, et, wow. et et il a brassé des millions après dans sa vie. C'est-à-dire, il a fait vraiment des choses qui lui ont apporté pas mal. Et à vrai dire, il a jamais travaillé pour l'argent. Et j'ai jamais eu l'impression que mon père il travaillait dur. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans une sphère dans laquelle, ben, c'est un peu, oui, c'est pas la chance, mais si tu veux, la bracha, elle a sa place et elle occupe Ouais. une place très importante. Et c'est justement quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat que j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas que ça. Et si tu veux, j'ai fait peut-être le chemin inverse de celui que tu es en train de dire, c'est de comprendre que oui, la chance, c'est vrai, peut-être qu'elle existe, mais elle vient pas n'importe comment et elle se pose sur les gens qui sont prêts aussi à faire des efforts. Hmm. Et Ouais. j'apprends moi aussi tu vois, à me mettre à la tâche et vraiment à apporter le plus toujours. Ok. Ben, je te remercie pour ce point-là. Et du coup, je voulais finir la petite interview avec peut-être si tu avais un petit mot par rapport à la situation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui peuvent pas forcément se projeter dans l'avenir. Donc, on est tous un petit peu incertains par rapport à ce qui va se passer. Est-ce que tu avais un petit mot là-dessus? Ouais, merci de toucher à ça. Je pense que la peur, c'est un sentiment qu'on partage presque tous. Ouais. Je me demande vraiment, au fur et à mesure que j'avance, je me demande s'il y a quelqu'un qui a peur de rien, si ça existe. Et, euh, et j'ai entendu une phrase dernièrement que je te dis dans 2 secondes et qui m'a beaucoup marqué. Et cette phrase, elle essaye de répondre, si tu veux, à une problématique. C'est quoi la problématique? C'est que contrairement peut-être à d'autres sentiments sur lesquels on peut essayer de travailler, auxquels on peut essayer de faire face ou d'apprendre des choses, la peur, c'est presque un sentiment indomptable. Et à la Mhm. limite, plus tu essayes de te calmer, et plus en fait tu nourris de façon peut-être contournée, tu vois, finalement tu continues à nourrir la peur. Bref, c'est un sentiment dont il est très très difficile de se débarrasser. Et c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être pas pour rien et qu'on est tous. Et il faut voir comment aussi la peur, elle nous domine et elle nous fait faire énormément d'erreurs. Parce que on a peur de trébucher, alors on prend un autre chemin, mais dans ce chemin, il y a des fois pire que l'obstacle qu'on avait devant nous. Et cette phrase qui m'a beaucoup aidé, j'ai entendu dernièrement d'un chef israélien, il disait le contraire de la peur, c'est pas le courage. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Oh. Ouais. Et Ouais. je pense que notre capacité d'aimer l'autre, mais aussi de d'aimer en soi,
de s'aimer soi-même et d'aimer aussi tout ce qui est pas encore mûr chez nous. Si on veut, la peur, c'est un peu, c'est l'enfant qui est en nous, qui a peur de sauter, peur de grandir, peur de faire un pas, peur de tomber, des fois même peur de réussir. Et on peut rien lui dire. Comme un enfant, on peut pas traiter ce qu'il dit avec de la logique. C'est pas avec la logique qu'on va affronter un enfant qui a peur. Mais c'est au contraire, c'est en le serrant contre nous et en le rassurant. Et nous-mêmes, on a besoin des fois de se rassurer, de, de penser peut-être à nos zones d'ombre et un peu notre dark side et se dire que ce dark side, eh ben, il a sa place aussi et qui fait partie de nous et, et vraiment l'entourer comme ça avec beaucoup d'amitié, de calme et d'amour. Moi, j'ai énormément appris de cette phrase et ça m'a aidé à comprendre que la peur, c'est pas un sentiment que j'allais combattre, mais au contraire que j'allais le prendre avec moi là où la vie elle m'amène. Ouais, c'est super beau comme image. Ça me rappelle hier, je lisais un livre et il parlait en fait, je sais pas si tu es fan de Batman ou pas, Ouais, euh, mais il racontait que dans l'histoire de Batman, on dit qu'à un moment donné, le jeune, donc le jeune Bruce Wayne, il tombe dans un trou avec au milieu de tonnes de chauves-souris, etc. Il est apeuré. Et il commence à flipper, etc. Il a très peur des chauves-souris, il commence à s'angoisser. Et d'un coup, il se dit, ben, peut-être que ces chauves-souris, ils sont là en fait pour m'élever. Peut-être qu'au lieu d'affronter la peur, je vais peut-être m'appuyer sur les chauves-souris pour m'élever, pour avancer. C'est ce qu'il a fait. Il est sorti du trou. Après, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, je trouvais cette image intéressante. Parfois, c'est aussi une opportunité pour passer un peu plus à l'action, la peur. Donc, moi, je le vois vraiment comme ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un signal, euh, en fait. C'est une information. que quand on a C'est, peur, ça veut dire qu'on doit en fait on doit avancer, on doit dépasser quelque chose. ouais, complètement. Ouais, c'est très vrai. C'est d'ailleurs généralement on a peur à des moments clés qui reviennent sur eux-mêmes. C'est-à-dire on peut voir qu'on n'a pas peur tous les jours et pour n'importe quoi. On a peur dans des quand on commence à s'apprendre et à s'apprivoiser, on peut déjà savoir quand est-ce qu'on va qu'est-ce qui nous fait peur et quand est-ce qu'on va rencontrer ce sentiment. Donc ouais, c'est très vrai. Ok, ça me fait penser à un sujet, peut-être on en parlera une prochaine fois sur le fait que les gens, enfin, qu'une des peurs, la peur la plus grande, la plus répandue dans la population, c'est la peur de s'exprimer en public. Donc Ouais. je sais pas, peut-être qu'on en parlera, ou s'exprimer à travers des vidéos quand on fait du storytelling, peut-être qu'on en parlera une autre fois, si tu es d'accord. Avec plaisir. Ruben, je veux te dire que pour conclure, Ouais. euh, que depuis le moment où j'ai fait ta connaissance, il y a quelque chose que à chaque fois euh, qui m'est renvoyé à chaque fois de nos interactions, c'est ta générosité et vraiment avec beaucoup de patience, tu as la capacité de faire de la place pour les autres et c'est quelque chose qui m'inspire énormément et c'est pour ça que c'est tellement un plaisir de venir passer ce moment-là, cette petite demi-heure qu'on a fait ensemble. Et j'espère qu'on aura encore beaucoup d'autres occasions. Mais voilà, c'est toujours un plaisir et je te souhaite aussi que ta place, elle soit comme celle que tu donnes aux autres. Wow, merci beaucoup. Ouais, franchement, merci beaucoup. C'est euh, C'est très correct. Bah, en fait, ouais, je sais pas. Moi, c'est l'humain en fait qui me passionne. Et quand je suis inspiré par certaines personnes, ben, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de les connaître, j'ai envie de savoir ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à partager aux autres. Donc voilà, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir eu aujourd'hui dans ce podcast. Je pense que qu'il y a eu beaucoup d'infos. Je pense qu'il y a des clés qui vont aider beaucoup de gens. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi, Ruben. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Moi aussi. À Je te dis, bientôt. je te dis à bientôt. Merci encore. Bye Bye bye. bye.